La section 1D des notes de cours est de nature un peu plus technique. Elle est en rapport avec les états quantiques de particules libres, donc la normalisation en fait des fonctions d'onde utilisées pour décrire des particules libres. Pourquoi c'est important? Parce que quand on veut relier des théories à des observables, il faut bien sûr avoir des expressions pour des quantités comme la section différentielle de diffusion ou le taux de désintégration des particules, des quantités observables qui, euh, pour être calculées, demandent une connaissance du nombre d'états quantiques possibles dans un certain domaine de quantité de mouvement. Bref, il faut pour cela avoir une expression précise de la normalisation des états. Donc, on va utiliser trois normalisations différentes. La première, qu'on appelle la normalisation discrète, suppose que l'univers est placé dans une boîte de côté Lx, Ly, Lz, donc une boîte qui a un volume qui serait donné par le produit de ces trois facteurs-là, donc dans un volume fini. Et non seulement ça, on suppose que les conditions aux limites sont périodiques dans les trois directions. Ce qui fait que lorsqu'on sort de la boîte, d'un côté, c'est comme si on rentrait de l'autre côté. Donc, dans ce contexte, la fonction d'onde d'une particule libre prend la forme suivante, ou disons est proportionnelle à cette forme-là. Donc, on a une quantité de mouvement, une impulsion P, et donc on a une exponentielle de la quantité de mouvement fois la position, et la périodicité impose que lorsqu'on change la valeur de x, par exemple, de Lx, on devrait revenir sur la même fonction. Donc, l'exponentielle de i fois px Lx doit être égale à 1, ce qui contraint les valeurs de px. Px ne peut être égal qu'à un entier fois 2pi divisé par Lx. Donc, au total, les valeurs admissibles de P vivent sur une grille espacée de 2pi sur L dans chaque direction, 2pi sur Lx, 2pi sur Ly, et ainsi de suite. Et donc, on a un ensemble discret, par opposition à continu, donc un ensemble discret d'états. Donc, c'est le principal mérite de cette normalisation. Une façon différente de le dire, c'est que dans un certain intervalle, si on considère un intervalle de quantité de mouvement, donc un élément de volume dans l'espace des quantités de mouvement qui correspond à un seul état, eh bien, ce volume dans l'espace des quantités de mouvement serait donné par 2pi fois 1 sur Lx fois 1 sur Ly, 1 sur Lz, donc en fait 2pi au cube fois divisé par le volume de l'espace. Une autre façon de le dire, encore une fois, c'est que par état quantique, cette quantité, donc un élément de volume dans l'espace des impulsions, fois le volume de l'espace divisé par 2pi au cube, est égal à 1, par état. Encore une dernière façon de représenter la même chose, le rapport entre l'élément de volume, donc l'élément de nombre d'états, divisé par l'élément de vecteur d'onde, est donné par le volume divisé par 2pi cube. Ou si on veut, on pourrait même diviser par l'élément de volume, et donc ça reviendrait à diviser par le volume total, et donc on aurait un 1 sur 2pi cube, ce qui revient, bien sûr, puisque h bar est égal à 1 dans notre système d'unités, 2pi, c'est la même chose que h, puisque h bar est égal à 1. Donc, on pourrait l'écrire dans un système d'unités normal comme 1 sur h au cube, ce qui correspond bien à ce principe d'incertitude delta P, delta X. Bon, alors, si on veut normaliser les états, alors à ce moment-là, il faudrait diviser par la racine carrée du volume. Donc, les fonctions d'onde, plutôt, des états normalisés, ont cette forme ici. 1 sur radical V fois l'exponentielle. Les différents vecteurs d'onde, bien sûr, correspondent à des états qui sont orthogonaux entre eux. Donc, on a cette normalisation ici. Donc, P' est égal au delta de Kronecker. Quand j'écris un delta de Kronecker de cette manière,
étant donné que les valeurs de P sont discrètes, ça veut simplement dire que lorsque le même vecteur P, lorsque les vecteurs P et P' sont exactement identiques, ils sont sur une grille, donc ils sont soit différents, soit identiques, eh bien j'obtiens 1, sinon le delta de Kronecker est égal à 0. Le pendant de cette normalisation est la relation de fermeture. Donc, si on somme sur tous les états P, ce projecteur, on obtient bel et bien 1. Et donc, si vous voyez cette notation ici, ND, ça veut dire normalisation discrète, ça veut dire qu'on travaille dans cette normalisation-là. Bon, la grille, le volume fini de l'espace, tout ça n'est pas très réaliste, bien sûr. Et on pourrait, si on veut compter les états, et ce n'est pas très pratique de les compter à la main, donc on voudrait faire une intégrale. Pour faire une intégrale, il faut aller dans l'approximation du continuum. Donc, dans cette approximation, la somme sur les quantités de mouvement va être remplacée par une intégrale. Donc, on se sert de cette fameuse correspondance qui est ici. Donc, au fond, le fait que un élément de volume dans l'espace des quantités de mouvement égale à 2π³ sur le volume V contient un seul état. Donc, la somme sur les états peut être écrite comme le volume qui multiplie l'intégrale sur les quantités de mouvement en 3 dimensions divisé par 2π³. Notez aussi, si vous avez de la difficulté à vous souvenir de cette relation, c'est très conventionnel, là, mais il y a toujours un 1 sur 2π pour chaque dimension d'intégration sur P, et il faut qu'une somme comme celle-ci n'ait pas d'unité, bien sûr. Donc ça non plus, ça n'a pas d'unité parce que les unités de P sont des unités de longueur inverse pour chacune des composantes de P. Donc les unités du volume dans l'espace des quantités de mouvement sont l'inverse du volume habituel, donc cette combinaison-ci non plus n'a pas d'unité. Donc c'est une façon de se souvenir, un moyen mémotechnique pour se souvenir de la position du volume dans cette relation. Lorsqu'on passe en limite continue aussi, le delta de Kronecker devient simplement une fonction delta. Je dis simplement, ce n'est pas si simple que ça, mais c'est une fonction delta de Dirac en 3 dimensions qui doit être accompagnée du facteur 2π³ sur volume. Pourquoi ce facteur? Parce que bon, l'essentiel dans le delta de Kronecker, c'est que lorsqu'on somme sur P le delta de Pp', on obtient 1. C'est-à-dire qu'il y a un des termes dans la somme pour lequel le delta de Kronecker va être égal à 1 et les autres 0, donc la somme donne 1. Il faudrait de manière équivalente que l'équivalent de la somme sur les états, c'est-à-dire cette intégrale-ci, fois l'équivalent du delta de Kronecker, c'est-à-dire ceci, donne 1. Et la seule façon que ça donne 1, c'est d'aménager ce facteur compensatoire ici, qui compense pour ces deux facteurs-là, et qui donne à la fin une intégrale sur P de la fonction delta de P, qui donne 1 aussi par définition. Enfin, la relation d'orthogonalité entre les différentes fonctions, ce qui était auparavant donc un delta de Kronecker va devenir ceci. Bon, ce que l'on fait dans cette normalisation continue des états, c'est qu'on définit la normalisation légèrement différemment. C'est-à-dire que ça, ce serait effectivement la limite continue de ce qu'on avait avant, pourvu qu'on divise par V. Mais on ne veut pas traîner le facteur de volume, il nous embête un peu le facteur de volume, donc on décrète que le volume, non pas qu'il est égal à 1, mais on le laisse tomber tout simplement. Donc c'est comme une nouvelle normalisation qui ne contient pas le volume. De la même manière, la relation de fermeture deviendrait celle-ci, c'est un peu le pendant de ce truc-là, parce qu'il faut que les deux ensemble fonctionnent, et donc le facteur de 2π³ ici compense exactement celui qui est là, de manière à, lorsque l'on insère cette, supposons que je projette cette relation-là sur l'état P', eh bien il faudrait que je puisse me servir de ça pour obtenir 1. Donc, dans cette normalisation, la fonction d'onde est simplement donnée par ça, simplement parce que j'ai laissé tomber le facteur de volume. Donc, c'est ce qu'on appelle la normalisation continue. Finalement, la normalisation relativiste des états. Donc, les normalisations qu'on vient de voir, discrètes ou continues, ont ce défaut qu'elles ne sont pas invariantes de Lorentz. En clair, on a mis tout le système dans un volume fini. Lorsqu'on change de référentiel, il y a une contraction des longueurs, le volume n'est plus le même. Donc, on ne peut pas
avoir la même normalisation dans tous les référentiels si le volume change d'un référentiel à l'autre. Il faut se débarrasser de ce volume d'une certaine manière, et non pas simplement en l'ignorant, mais en mettant sur pied une normalisation qui est vraiment invariante. Donc, comment fait-on? On commence par se rendre compte que l'élément de volume dans l'espace-temps est un invariant. Bon, c'est vrai quand on intègre sur la position dans l'espace-temps, donc le dxt des volumes, autrement dit dx0, dx1, dx2, dx3. Donc ça, c'est l'élément de volume dans l'espace-temps. Cet élément de volume est le même d'un référentiel à l'autre. Autrement dit, j'aurai la relation dx0, dx1, dx2, dx3 et la même chose que dx'0, dx'1, dx'2, dx'3, où les x' sont les coordonnées d'espace-temps dans un autre référentiel inertiel. Bon, cette propriété vient du fait que la transformation de Lorentz a un jacobien égal à 1. C'est facile à vérifier. Donc, c'est vrai dans l'espace direct, dans l'espace-temps direct, et c'est vrai dans l'espace-temps réciproque aussi. En fait, ça vient du fait qu'on a des quadrivecteurs comme différentiels, et les quadrivecteurs, enfin les différentiels de quantité de mouvement énergie sont aussi des quadrivecteurs. Donc, c'est la même propriété qui va s'appliquer dans le cas d'une intégrale sur les quantités de mouvement énergie. Donc, on commence par écrire cette relation. Cette quantité est invariante. Cependant, quand on veut sommer sur les états, on ne veut pas intégrer à la fois sur les quantités de mouvement et sur les énergies, parce que l'énergie est une fonction de la quantité de mouvement. Elle n'est pas indépendante. D'un autre côté, on sait que cet objet, donc la norme au carré du quadrivecteur énergie-impulsion, c'est-à-dire E carré moins P carré, qui est égal à M carré, ça aussi, c'est un invariant. Bon, alors comment fait-on pour générer une normalisation correcte à partir de ces données? Ce qui était avant, en fait, une intégrale sur les quantités de mouvement, le d3p sur 2pi cube, on va le remplacer par cette expression-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai mis une intégrale sur énergie-impulsion ici, donc une intégrale en 4 dimensions, en 4 variables, au lieu d'en 3 variables. Donc, j'ai une variable de trop. Cette variable de trop, je vais la fixer avec une fonction delta simple, qui est la fonction delta contenant la relation de dispersion. Autrement dit, cette quantité ici, qui est dans l'argument de la fonction delta, serait normalement pour une particule physique 0. Donc, le fait d'imposer que ce soit 0 dans une intégrale comme ceci revient à imposer que les 4 composantes de l'énergie-impulsion qu'on intègre sont contraintes pour que ces 4 composantes respectent la relation de dispersion. Donc, l'énergie soit toujours égale à cette expression quand on intègre. Et encore une fois, la solution à cette relation, à cette équation est donnée par ceci et par son opposé. En fait, j'ai plus ou moins devant la racine, si je veux. Et donc, pour imposer que seule la racine positive est gardée dans l'intégrale, je vais ajouter par-dessus une fonction de Heaviside, donc une fonction pas, si vous voulez, donc une fonction qui est égale à 1 si l'argument est positif et 0 si l'argument est négatif. Donc, une fonction qui impose le fait que la composante P0, sur laquelle j'intègre, soit positive. Bon. Alors, quel est le mérite de ça? Cette mesure d'intégration est un invariant. La fonction delta est un invariant parce que son argument est un invariant de Lorentz. Enfin, la fonction de Heaviside aussi est un invariant. Pourquoi? Parce que son argument, c'est la composante temporelle d'un quadrivecteur. Et le signe de P0, lui, ne changera pas d'un référentiel à l'autre
Autrement dit, c'est comme le signe du temps. Quand on est dans un cône de lumière qui correspond au futur, eh bien, on ne peut pas se retrouver dans le cône inverse qui représente le passé par un changement de référentiel. Donc, si un quadrivecteur est contenu dans ce cône positif, si vous voulez, le cône du futur, donc pensez au quadrivecteur énergie, quantité de mouvement. Donc, si l'énergie est positive, on ne pourra pas faire une transformation de Lorentz, un changement de référentiel, de manière à ce que ce quadrivecteur énergie-impulsion se retrouve dans le cône de lumière négatif correspondant au passé, si vous voulez. Donc, les énergies positives dans un quadrivecteur énergie-impulsion vont rester positives si on fait un changement de référentiel. Donc, voilà, donc cette expression n'est pas la même que celle-ci, mais c'est l'expression qu'on devrait adopter finalement. C'est la bonne normalisation enfin la bonne façon de compter les énergies, les impulsions que l'on devrait utiliser. Alors, essayons de développer un peu cette expression. Donc, on va démontrer ceci. On va démontrer en fait que cette intégrale revient à faire l'intégrale sur les quantités de mouvement, à la différence qu'on va diviser la mesure d'intégration par 2 fois l'énergie. L'énergie étant définie par ça ici. Donc, en fait, c'est une mesure d'intégration différente où à chaque valeur de P, j'associe en plus ce facteur 1 sur 2E qui dépend de P et qui me permet donc d'avoir une expression à la fin qui est invariante de Lorentz. Comment ça se démontre? Facilement. Donc, cette fonction delta, qui est une fonction delta dont l'argument est une différence de carré, je pourrais l'écrire comme ceci. Je pourrais l'écrire comme la fonction delta d'un produit, une différence de carré, P0 moins E fois P0 plus E. Donc, ça fait P0 carré moins E carré, qui est donné par ça. Donc, E est toujours défini comme étant cette quantité-là. D'accord? Bon, donc, maintenant, je sais que si je combine ça avec la fonction d'Heaviside, quand je vais intégrer sur la fonction delta, je ne pourrai jamais tomber sur un point pour lequel P0 est égal à moins E, parce que j'ai interdit que P0 soit négatif. Donc, ce facteur-là ne sera jamais 0. Et donc, dans une fonction delta, il se comporte essentiellement comme une constante multiplicative. La fonction delta va contribuer lorsque P0 est égal à E. Lorsque P0 est égal à E, donc P0 plus E est égal à 2 fois E, grosso modo. Et il faut se rappeler que, que la fonction delta, c'est une remarque importante, la fonction delta d'une constante fois x, c'est la même chose que 1 sur la valeur absolue de alpha fois la fonction delta de x. C'est une propriété importante. Ici, cette propriété se traduit par cette relation ici. Autrement dit, P0 plus E à toute fin pratique est égal à 2E parce que la fonction delta ne contribue que quand P0 est égal à E. Donc, je peux remplacer P0 par E ici, ça me donne 2E. Quand je sors, j'obtiens 1 sur 2E. E est positif, donc la valeur absolue n'a pas d'impact ici. Ce qui fait qu'au total, je peux intégrer sur P0. Donc, j'obtiens un remplacement de P0 par E, mais en intégrant, j'ai aussi ce facteur 1 sur 2E qui intervient. Voilà, donc c'est le truc de la normalisation relativiste. Ce que l'on fait donc, on s'assure que quand on fait une somme sur les quantités de mouvement, on a toujours ce 1 sur 2 qui intervient. Et donc ça, c'est la relation de fermeture que l'on désire avoir. Et si on veut incorporer le 1 sur 2E à la relation de fermeture, parce qu'on veut que ceci soit invariant de Lorentz, il faut aussi l'intégrer dans la normalisation, mais à l'envers. Il faudrait que le produit scalaire ici comporte un facteur 2E. Donc, en fait, la différence entre cet état ici et celui qu'on avait avant, donc celui qu'on avait dans la normalisation continue, cet état-ci, la différence entre les deux, c'est uniquement un facteur racine de 2e. Je dis racine parce qu'ici, j'ai deux états différents, donc il faut que je mette une racine de 2e sur un des deux états et une racine de 2e sur l'autre. Et donc cette provision
de ce 1 sur racine de E suffit à me donner une normalisation des états qui est relativiste. Merci.